Bonsoir Paul Larouturou. Bonsoir Hôtel Krief. Alors, vous avez été témoin en première ligne ces derniers mois de ce qu'on a appelé la primaire sauvage entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et vous allez nous raconter comment notre invité a résisté à l'offensive Zemmour. Alors, cher ce que vous appelez la primaire sauvage, peut-être que c'est ce qu'Arnaud Montebourg appelle la remontada. Vous voici donc Madame Le Pen à côté d'Éric Zemmour et on a fait un petit graphique, un graphique IFOP. Voici vos courbes, on va y revenir point par point. Il surgit comme un Z qui ne veut pas dire Zorro. Il monte, et à un moment donné où il a été donné devant vous dans un sondage IFOP et dans d'autres sondages au second tour. Et puis là, aujourd'hui, à cet instant T, on est en direct à 20h32 et 49 secondes. Il est derrière vous. On va commencer chronologiquement par une scène, fin août. On l'a senti extrêmement en confiance. On a senti qu'il pensait, Éric Zemmour, que c'était son moment et pas le vôtre. Votre moment ? Je sais pas, vous savez, je regarde la situation. Vous savez, j'ai été journaliste politique longtemps. Donc je sais observer une situation politique. Marine Le Pen ? Marine Le Pen, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Parlons clair, parce que moi je vous fais pas de langue de bois. Tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair. Vous peut-être oui ? Non, mais moi je ne suis pas candidat, je ne suis rien. Moi, vous savez, encore une fois, je ne vais pas être ridicule, je ne vais pas avoir le ridicule de lui dire qu'elle ne gagnera pas et que moi je vais gagner. C'est grotesque ça. C'était il y a 3 mois, ce sonore a mal vieilli. Aujourd'hui, il est candidat. Quelques jours plus tard, nous sommes le 12 septembre à Fréjus. C'est votre rentrée. Et là, on a pu constater, vous êtes sur scène, on a parlé à votre premier cercle au premier rang, qui est à fond avec vous, qui rit, et vos troupes, dont certains doutent. Est-ce que vous avez peur d'Éric Zemmour ? C'était la question du mouton. Ah, c'est ça. Du mouton. C'est moi le mouton ? Voilà. Vous ne la posez pas ? Ben non, pourquoi on aurait peur ? Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour a raison quand il dit que Marine Le Pen n'y arrivera jamais, qu'elle sera jamais présidente ? Oui, je crois qu'il a un peu raison. Pourquoi vous êtes là alors ? Pour soutenir Marine. Et vous pensez qu'elle ne sera pas présidente ? Je pense pas, non. Pourquoi ? Il y a trop de force à gauche et à droite, surtout si Zemmour se présente. À mon avis, il va lui croquer pas mal de voix. Fin septembre, c'est encore plus compliqué pour vous. Éric Zemmour ici rencontre Viktor Orban et le même jour, votre nièce Marion Maréchal Le Pen joue face caméra avec l'idée que peut-être qu'elle pourrait préférer Éric Zemmour à vous. Éric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret pour personne qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on se fréquente. Je pense que c'est un homme qui est un homme intéressant pour le débat public. Après, vous dire est-ce que je vais soutenir Éric Zemmour, est-ce que je vais soutenir Marine Le Pen, ça va pas être le propos d'aujourd'hui. Vous imaginez, la situation est un petit peu délicate pour moi puisque évidemment, me suis toujours engagée à ne pas vouloir d'une quelconque manière nuire à la campagne de Marine Le Pen. C'est pas mon objectif dans la vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué. Voilà. Je vais pas aller au-delà de ça pour les commentaires. On a pu constater que vous aviez, Madame Le Pen, 3 types de réactions. Ce qu'on a d'abord appelé le mépris de Metz. Oui, je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Parce qu'il est à 10% dans un sondage. Mais il continue à monter dans les sondages. Le 29 septembre à Mérignac, c'est ce que j'ai appelé la technique Voldemort. Pendant 53 minutes, vous ne prononcez à aucun moment son nom. Je suis fondamentalement convaincu qu'un candidat à la présidentielle a, dans ce domaine, une responsabilité. Et la responsabilité, ça n'est pas de mettre de l'huile sur le feu ou de jouer aux allumettes à côté de la station essence. Écoutez ce que je dis. Je ne suis pas une idéologue. Je ne suis pas sur les grands principes, moi. Je suis pragmatique. Je ne suis pas une idéologue. Est-ce que vous misez là-dessus pour reprendre un peu le lead sur la question migratoire par rapport justement à Éric Zemmour ? Je n'ai pas à reprendre le lead, comme vous dites. Car je crois que nous avons le lead depuis 40 ans sur ce sujet. Vous jouez donc l'expérimenté comme un Mulhouse, avec votre expression fétiche, le calme des vieilles troupes. Donc je garde tout à fait le calme des vieilles troupes face, encore une fois, à ces modifications. Je vous ai dit, et vous avez un peu ironisé sur cette déclaration, et vous n'auriez pas dû, que j'avais le calme des vieilles troupes. Peut-être que la pire journée dans cette pré-campagne, c'était le 7 octobre à Cournon. Vous avez fait un massage, on s'est tous demandé si vous réanimiez votre campagne, et après on a juste sélectionné les questions qui vous étaient posées. En gros, c'était « Allez-vous lâcher l'affaire ?» Alors, allez, on va
appuyez sur le milieu de la poitrine, ici. Madame Le Pen, c'est pas vous qui avez besoin d'aide? Ah non, ça va bien, merci, vous voyez. Ceux qui expliquent que vous êtes en petite vitesse, parfois même d'un toboggan, est-ce que les sondages se trompent? Les 4 dernières années, vous disiez que si quelqu'un dans votre camp serait mieux placé pour battre Emmanuel Macron, vous n'auriez aucune difficulté à le soutenir. D'accord. Il n'est pas mieux placé. Non, il n'est pas mieux placé. Moi, je viens dire à Éric, écoute, Éric, maintenant, il faut que tu sois candidat. C'est intéressant cette courbe, il a donc surgi, il vous a talonné, il vous a doublé, et là depuis fin novembre il chute, il est largement le 3e derrière vous, mais depuis il s'est passé notamment ces images au Bataclan qui ont été très commentées, voire très critiquées quand il a rendu hommage évidemment. Il y a eu ces images absolument calamiteuses à Marseille où il a failli partir de la gare avec du goudron et des plumes et en rencontrant une femme qui lui a fait un doigt d'honneur, il a donc fait un doigt d'honneur. Il y a eu son JT raté hier soir à TF1 et puis il y a également cette image-là qui va vous intéresser, vous avez forcément vu Madame Le Pen, c'est Stéphane Ravier qui à Marseille, a accueilli Éric Zemmour. Et là encore, comme votre nièce, il joue avec l'idée, c'est-à-dire qu'il vous soutient, et en même temps, Éric Zemmour, il est intéressant. Monsieur Zemmour, moi, je lui souhaite la bienvenue à Marseille. Je ne m'interdis rien, je suis un homme libre. En vous précisant, Madame Akrieff, que ma candidate pour l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. Le même jour, à Vesoul, proposition de mariage. Bonne continuation, on Merci. est tous derrière vous. Merci. Et puis, allez, Et on va ne gagner. lâchez rien. Rien. Si vous pouviez vous marier Rien. avec Éric. Oh non, vous avez rien. Je peux avoir une photo, s'il vous plaît? C'est une grimace. Grosse grimace. Merci Paul. Merci Paul. Voilà. C'est un peu, on a fait le film un peu des derniers événements. Merci Marine Le Pen d'être sur ce plateau. On l'a vu, c'était pas facile, hein. Et c'est pas fini, on va y revenir. Mais comment vous avez vécu cette période? Mais si vous voulez, moi j'ai toujours considéré qu'une élection, c'est une compétition. Donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des concurrents. Et nous avons en réalité toujours eu des concurrents. Ça a été De Villiers, ça a été Nicolas Dupont-Aignan, ça a été Maigret Il y a longtemps. il y a longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Ça n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est juste avoir l'expérience et la hauteur et le recul. Je comprends bien que l'actualité, les journalistes se précipitent parce qu'il faut raconter une histoire, parce que ce second tour donné depuis 4 ans, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, les médias en étaient presque déjà lassés parce que vous avez des choses à dire tous les jours, il faut raconter quelque chose de nouveau. Non mais attendez, c'était un vrai mouvement et c'est un vrai mouvement, il existe, on va en reparler. Oui, vous avez douté parfois, vous raison, avez mais je crois douté. Non, Est-ce j'ai que vous pas avez douté. douté? Non, j'ai pas douté. Et d'ailleurs, mon mouvement n'a pas douté. Je voudrais quand même, d'ailleurs, rendre moins hommage. sûr, parce qu'il y a pas mal de gens qui on l'a vu, il y a des gens qui ont été un peu chancelants. Permettez-moi de rendre hommage à mon mouvement. Pas un seul élu n'a quitté le Rassemblement national pour éventuellement rejoindre Éric Zemmour. Je ne suis pas sûre que ça aurait été un autre parti politique, les choses n'auraient pas été Il y différentes. en a une aujourd'hui, hein. Il y a une élue Rassemblement national qui l'a rejoint. Non. Les seules personnes qui ont pu rejoindre Éric Zemmour sont des gens que nous n'avons pas réinvestis ou que nous avons exclus. Je lui souhaite d'ailleurs à Éric bonne chance avec tous ces gens-là, par ailleurs. Car si on ne les a pas réinvestis et si on les a exclus, c'est qu'on avait une bonne raison. Non, le mouvement est resté d'une solidité incroyable. Pas un député, pas un sénateur, pas un conseiller régional. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont aussi de l'expérience. Parce qu'ils sont sur le terrain. Parce qu'ils voient bien aussi que les Français ont en nous, en moi, une confiance qui est une confiance acquise sur la durée, sur la longueur. Ils sont convaincus que non seulement j'ai le projet adéquat pour sortir la France de la situation difficile dans laquelle elle est, mais que de surcroît, j'aurai le courage de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est en même temps un projet et un caractère. On va en parler de votre caractère, mais justement, quand même, à un moment, vous êtes presque à 28% en juin et avant les régionales. Et puis là, même si vous êtes remonté, on a très bien vu ces courbes, vous êtes à 20. C'est intéressant, vous êtes au 2e tour. À cette heure-ci, on l'a bien dit, hein, et Paul Larouturou il a bien dit, c'est ce soir, lundi, mardi, mercredi 1er décembre. Est-ce que vous faites quand même une autocritique? Vous avez été surprise par le surgissement
d'un candidat qui est arrivé radical, avec des mots forts, qui a bousculé le paysage, qui a bouleversé, y compris des électeurs à vous. Quelle autocritique, Madame Écrière? Non, aucune. L'autocritique, ça voudrait dire qu'il faudrait que je change les idées auxquelles je crois, qu'il faudrait que je me mette à attaquer tout le monde, à être brutal, à exprimer des mesures qui sont des mesures outrancières ou inapplicables. Mais non, je ne veux pas faire ça. Ça n'est pas ce à quoi je crois. Donc, je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait hier. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Je ne le ferai pas demain. Et ça n'est pas cela que je mettrai en œuvre. Je veux dire, très clairement, moi, j'ai des convictions qui sont profondes. Je les défends depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je défends les idées qui sont les miennes, y compris au sein de mon propre mouvement, quand je n'en étais pas présidente. Et je continuerai à le faire parce que je les ai, au fond du cœur, je les ai défendus, encore une fois, y compris dans des compétitions internes au Rassemblement national, et je ne vais pas changer d'avis sur le mode de la brutaliser mon projet au motif qu'il y a une concurrence qui serait plus radicale que la mienne. Sur le mode de la campagne, est-ce qu'on l'a dit, vous avez joué, enfin vous vous êtes vu en haut de l'affiche, et donc vous êtes parti peut-être déjà au deuxième tour, au début, au mois de septembre, on l'a vu. Est-ce que c'était pas déjà trop rapide? Vous n'êtes pas vu déjà? Je me vois nulle part. Je vous assure que j'ai une modestie à toute épreuve et je n'ai pas la melonite, à la différence de beaucoup de responsables ou de candidats politiques. Je n'ai jamais la melonite. Voilà, jamais. J'avais dit, je ferai une campagne de terrain. Et je suis allé faire une campagne de terrain. Et je n'ai pas changé ma stratégie de campagne. Je suis allé au plus près des Français pour leur exprimer quelles étaient les mesures que je souhaitais mettre en œuvre. Je suis allé les entendre dans leurs préoccupations. Je suis allé affiner aussi mon projet politique par rapport à ce qu'ils me disaient, les professionnels, les policiers de la BAC que je suis allé rencontrer, on va en parler parce qu'on va parler de votre projet. À Alençon, victimes des trafics de drogue et de la violence, l'aide humanitaire, là encore dans le Vaucluse, les banques alimentaires, pour savoir quelle était la situation et ce qu'ils pensaient de la situation, de l'aggravation de la pauvreté dans le pays. J'ai fait tout cela parce que c'est un moment nécessaire pour une campagne présidentielle. Alors, Marine Le Pen, puis hier, Éric Zemmour est candidat. Il est candidat officiellement, il a fait un clip... d'une certaine façon, vous êtes remonté, mais vous ne l'avez pas pour autant dissuadé d'être candidat. Il est candidat et quel que soit son score, il peut, vous lui avez dit dans son livre, il peut vous empêcher d'être en tête au premier tour. Oui. Et donc, c'est de toute façon une campagne différente et c'est un obstacle. Oui, mais vous savez, quand on fait une campagne présidentielle, il y a toujours des événements qui interviennent dans la campagne. Il faut aussi avoir la plasticité, l'instinct de s'adapter à cette campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'avais annoncé donc au mois de mai est en train de se réaliser. À savoir, je pense qu'Éric n'a pas la capacité d'être au second tour. Il n'en a pas la capacité. En revanche, il a la capacité de nous empêcher d'être devant Emmanuel Macron. Et là arrive la vraie question. Il a vendu en réalité sa candidature en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner. Et il s'avère qu'il peut beaucoup moins gagner que moi, puisque je suis donné aujourd'hui dans quasiment l'intégralité des instituts de sondage, entre 45 et 47% au second tour face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire très proche, si vous voulez, à 5 mois de l'élection. Lui est donné à peu près aux alentours de 35%. Donc il n'a pas la capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc, du coup, la promesse qu'il faisait n'est pas tenue. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-il encore candidat ? Alors qu'il est objectivement une aide pour Emmanuel Macron, puisque c'est sa candidature qui pourrait permettre à Emmanuel Macron d'être en tête de l'élection présidentielle. C'est pas sûr, d'ailleurs, car Emmanuel Macron non plus n'est pas entré en campagne. Mais c'est le risque qu'il prend. Alors, comment pour vous avez bénéfice, pour une plus-value que je n'arrive pas à voir. Alors, comment avez-vous trouvé sa candidature, les modalités de présentation de sa candidature on a appris ce soir que son meeting du Zénith allait être transféré à Villepinte parce qu'il y avait trop d'inscriptions. Il va passer de 6 000 personnes à 19 000 inscrits. Ce que je veux dire, c'est que
il est là, il est fort, et il reste pour le moins une épine dans le pied, pour vous. Oui, mais ça, c'est la compétition. Alors, comment vous avez trouvé sa candidature? Oui, c'est un petit peu comme aux Jeux Olympiques, on ne court pas tout seul, quoi. Voilà, on a des concurrents, on a des adversaires, on a des concurrents. Éric Zemmour fait partie des concurrents. Concurrent, ça veut dire que sur un certain nombre d'idées, nous faisons le même constat, nous avons des solutions qui divergent, et puis sur d'autres sujets, nous avons une vision radicalement différente. On va y venir. Il faut bien le dire. Comment vous avez trouvé sa candidature, l'expression de sa candidature, ces différentes expressions, la vidéo, puis son invitation sur le journal de 20h? Si vous voulez, Éric Zemmour, il était lui-même, c'est-à-dire que son clip est un clip, en réalité, promotionnel du suicide français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de solution. Il est en réalité un chroniqueur du temps présent. Mais quelqu'un qui décrit, quelqu'un qui décrypte la situation. Et bien sûr que ça parle à un certain nombre de Français, et pour cause, parce que c'est vrai qu'il y a objectivement une dégradation des conditions de vie en France, de la sécurité en France, de l'immigration en France, de la désindustrialisation. Tout ça est vrai, c'est une description qui est exacte. Mais le politique, il n'est pas là pour ça. Le politique, il est là pour concevoir le monde de demain. Il est là pour rendre possible ce qui est nécessaire. Il est là pour prévoir l'avenir. Or, tout cela, cette description qu'il fait, nous l'avons, nous, prévu. Et oui, mais nous en avons fait la prévision. Elle a été entendue avec ces mots. Oui, avec son expression aussi radicale. Mais oui, parce qu'il y a un ras-le-bol des Français, vous comprenez? Il y a une saturation, il y a le sentiment que la classe politique, des dirigeants qui se sont succédés depuis 20 ans, ne les entendent pas. Il y a un sentiment de déclassement. Moi, je respecte absolument cela. Je l'entends, je le comprends. C'est la raison, d'ailleurs, de mon engagement en politique. C'est pour changer cela. Mais encore faut-il promettre de le changer, donner des solutions. Alors justement, et je ne vois pas de solution, moi, dans le clip d'Éric Zemmour. Il a dit hier, il a répondu en quelque sorte à une phrase que vous aviez dite la veille. Il a dit à Gilles Boulot hier, bah oui, j'ai fait ma mue. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Écoutez. Je l'ai revu il y a 10 minutes. Oui. Là, j'explique exactement les rapports entre les hommes et les femmes dans ce que j'appelle, ce que les scientifiques appellent leur cerveau reptilien, c'est-à-dire le désir entre un homme et une femme, pas dans la vie de tous les jours. Il faut distinguer, vous voyez, les niveaux de lecture et d'écriture. Mais vous savez, vous n'allez pas comme ça ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle, donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit, on ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis 2 mois. Donc votre mue est en train d'être faite, ou peut-être même... Et bien sûr, ma mue est faite. Oui, mais Éric Zemmour, il est ambigu, parce que la réalité, c'est qu'il a créé sa campagne sur une multiplication de provocations, de propos chocs, de propos même parfois choquants. Et il se plaint aujourd'hui, quelques heures après avoir annoncé sa candidature, qu'on le ramène à ses provocations et à ses propos choquants. Non mais bienvenue en politique, quoi, pardon, mais il dit j'ai fait ma mue, mais il ne comprend pas qu'à partir du moment où il est un responsable politique, bien entendu, il est responsable de la philosophie qu'il porte, de la pensée qu'il porte. Évidemment qu'il est légitime, naturel, puisque l'élection présidentielle est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple, que la personnalité compte et qu'on va le ramener à qu'est-ce qu'il pense des inégalités sociales, qu'est-ce qu'il pense des femmes, comment il explique, comment il va faire pour demander aux musulmans de ne plus être musulmans, pourquoi il ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Marine Le Pen, évidemment, c'est normal. Vous reconnaissez que le travail de journaliste est utile et nécessaire et qui s'adresse à Éric Zemmour comme à tous les candidats. Parfois, il est terriblement difficile, parfois il est injuste, parfois vous êtes injuste, parfois vous cherchez à nous mettre en difficulté. Ça s'appelle la politique. C'est désagréable quand on le vit, mais si je puis me permettre, c'est hélas la règle du jeu. La politique n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, et vous lui faites la leçon en quelque sorte. Vous le rappelez et vous lui dites attention. Non, mais je lui fais pas la leçon, Mme Crève, mais il ne peut pas ne pas savoir.
Parce que lui-même a été intervieweur. Et objectivement, il a parfois été extrêmement cruel. Et on ne peut pas dire qu'il faisait partie des intervieweurs bienveillant. Je veux dire, il était parfois très dur. C'est un éditorialiste plutôt qu'un intervieweur. Oui, mais enfin, il a quand même interviewé un certain nombre de gens. Chez Ruquier, il était assez dur, il était assez parfois même cruel. Bon, voilà, c'est le débat, ça frotte, c'est difficile. Il faut, malgré tout cela, eh bien, justement, défendre ses idées. Alors, comment ça va se passer? Il va sans doute annoncer la création d'un parti politique dimanche. Il va peut-être avoir... après l'élection présidentielle, je ne sais pas comment elle se passera, on en reparlera, des députés, des candidats, enfin, tout ça, comment ça vous apparaît? Est-ce que vous vous dites, on pourra travailler ensemble un jour, on pourra faire, je ne sais pas, une majorité ensemble ou au contraire une opposition ensemble? Non, mais on n'en est pas là, objectivement. Je l'ai dit, je le redis, je pense qu'Éric Zemmour fait partie du camp de ceux qui croient en la France. Moyennant quoi, nous avons des divergences sur certains sujets qui sont des divergences profondes, mais je pense que la situation du pays nécessite l'union nationale. C'est-à-dire que tous les patriotes, malgré leurs divergences parfois profondes, se disent il faut battre Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron est un mondialiste, qu'il a fait un mal fou à notre pays, qu'il a créé des divisions profondes, qu'il a en réalité mis en œuvre la guerre de tous contre tous, ce que je lui avais dit d'ailleurs au cours du débat du second tour. Et donc il faut à tout prix ne pas permettre à Emmanuel Macron de faire 5 ans de déconstruction supplémentaire du pays. Marine Le Pen, Éric Zemmour hier, il a dit, et on va passer à un autre sujet, il a dit vive la République et surtout vive la France. Oui, mais... Est-ce que vous auriez dit la même chose? Non, mais c'est même pas le sujet. Bah, si, un peu, la République et la France... Non, mais c'est pas le sujet, si vous voulez. Le sujet, c'est qu'il se met en situation de faire référence de manière tout à fait explicite au général de Gaulle, les 18 juin 40. Donc, c'est quoi le signal? C'est la France est en guerre, la France est occupée. Mais la France, elle n'est pas en guerre. Désolé de le dire, je sais qu'on aime les grands mots, mais la France n'est pas en guerre. La France, elle est livrée à l'anarchie d'un État qui ne remplit plus son rôle. Voilà, un État qui s'est effondré, un État qui est gangréné par le laxisme et qui ne protège plus les Français. C'est ça le problème. Si demain on rétablit l'autorité de l'État, mais on règle les problèmes d'insécurité et d'immigration. Mais pour l'instant, le danger, c'est le laisser faire, laisser passer, laisser aller, dont profitent évidemment les malfaisants, les criminels, les délinquants. Mais on n'est pas en guerre. Et donc, la guerre civile, c'est une expression que vous aviez utilisée dans le passé aussi. Non mais d'accord, on n'est pas en guerre. Voilà. Et ce que nous a démontré en réalité les dernières années, et notamment les attaques dont nous avons été victimes, les attaques terroristes, c'est qu'en réalité, c'est une idéologie importée qui nous fait la guerre. C'est une idéologie étrangère à notre sol. L'idéologie islamiste est une idéologie étrangère à notre sol, qui est en train de gangréner des quartiers entiers de notre pays parce qu'on laisse faire. Voilà. Alors, on va y revenir parce que justement, c'est très intéressant sur l'islam, l'islamisme et les idéologies islamistes. Vous avez un article, vous avez même un projet de loi sur cette question, et c'est comme ça que vous l'appelez. Sur l'autorité de l'État, est-ce que vous serez vraiment crédible, je dirais peut-être plus crédible que les Républicains? Ils le votent à démarrer aujourd'hui. Ils ont peut-être une image... dans votre esprit, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire et de leur programme. Mais est-ce qu'ils, s'ils sortent correctement de leur primaire, est-ce qu'ils ne vont pas apparaître comme plus expérimentés, plus habitués justement au fonctionnement de l'État et peut-être plus en capacité, à l'intérieur de cette grande famille politique qu'est la droite, de rétablir l'autorité? Mais enfin, Madame Cré, pourquoi est-ce qu'ils feraient demain ce qu'ils n'ont ni voulu, ni su, ni pu faire hier? C'est une question toute simple. Je veux dire, vous vous faites opérer du genou, le chirurgien vous rate, vous ne retournez pas voir le même chirurgien pour qu'il vous répare le genou qu'il a raté. Vous voyez, vous vous dites, ces gens-là ne sont pas compétents. Ils n'ont soit pas les compétences, soit pas le courage de mettre en œuvre ce qu'ils devraient mettre en œuvre. Moi, je les ai écoutés, honnêtement, je ne sais pas qui va sortir de cette primaire.
Mais j'ai objectivement pas été convaincu, si vous voulez, entre Mme Pécresse qui nous explique qu'elle va moduler les sanctions en fonction de l'endroit où on commet l'infraction, ce qui me paraît parfaitement anticonstitutionnel. M. Bertrand qui nous dit que maintenant c'est le parquet qui va condamner jusqu'à 5 ans de prison sans qu'il y ait de juge. J'avoue que même en URSS, si vous voulez, il faisait au moins semblant d'avoir des magistrats. Bon. M. Ciotti qui gonfle les muscles contre l'immigration, mais qui n'a jamais voté un seul amendement du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ni la suppression du droit du sol, ni l'expulsion des délinquants étrangers, ni rien du tout. Et M. Barnier qui nous dit « je suis pour le bouclier constitutionnel » le lundi et le mardi tape sur la Pologne qui vient de mettre en place le bouclier constitutionnel, vous vous dites « mais est-ce que vraiment ces gens-là sont sérieux ?» Voilà le costard qui a été taillé, ça c'est clair. Alors, dans un instant, on va parler de votre programme économique, on va revenir maintenant finalement sur votre programme, parce que vous insistez sur les différences, sur les différences avec Éric Zemmour, avec les Républicains. Mais certains diront, en fait, sur le fond, c'est quand même la même chose, c'est juste la présentation qui est différente. Mais la question qui va se poser à partir de maintenant, me semble-t-il, c'est votre crédibilité. C'est-à-dire, vous dites, en fait, lui, il n'a pas pris il n'est pas un politique, Zemmour, et les LR, finalement, ils ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Mais vous, en quoi êtes-vous crédible? Et on va peut-être évoquer quelques sujets avec vous sur cette question. Je veux parler d'abord de la crise sanitaire. La crise